Les liens que l'on peut faire entre le coaching et la médiation professionnelle. Plus justement une médiation dont ils ont besoin. Chacune des deux parties me dit que de toute façon, il n'écoute plus l'autre et il ne veut plus parler à l'autre personne. Et si on a accès aux deux parties, pour moi, la médiation est beaucoup plus rapide et efficace que de passer par du coaching. Une médiation peut en cacher plusieurs. La relation en soi, en fait, c'est les mêmes choses que la relation aux autres. Il y a quand même des différences notables dans le cours de l'intervention. C'est plutôt l'autre. Bienvenue pour ce webinaire consacré au coaching professionnel et à la médiation professionnelle, organisé par l'EPMN, l'École professionnelle de la médiation et de la négociation. Florence Bilan-Walter, Anne-Laure Vincel. Bonjour à tous. Jean-Louis Lascou. Bonjour Henri, bonjour à tous. Stéphane Serrac. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis le président de la CPMN. Stéphane, comment il est possible de faire la différence entre médiation et coaching, et peut-être d'une façon comme ça un petit peu complémentaire? Quels seraient les cas où il serait préférable de faire appel plutôt à l'un ou plutôt à l'autre? Peut-être pour commencer, j'ai envie de vous raconter une anecdote, une histoire de ce dirigeant. Un dirigeant qui a contacté un coach et qui lui demande en fait d'intervenir pour un de ses cadres qui a visiblement des problèmes en management. En tout cas, ce dirigeant l'expose comme ça. En s'approchant, il s'agit d'un problème avec un autre manager d'une autre équipe. Bon, alors le coach rentre dans son activité et après avoir reçu le manager, celui-ci revient vers le dirigeant et lui dit en fait qu'il ne peut pas en fait accompagner son manager, il ne peut pas le coacher et en fait ce qu'il faudrait c'est plutôt voir l'autre manager car a priori, selon lui, c'est plutôt l'autre qui aurait besoin d'un accompagnement et d'un coaching. Alors le dirigeant dit bon, ok, et le coach reçoit l'autre manager. Alors, après avoir rencontré ce deuxième manager, le coach revient vers le dirigeant et lui dit qu'en fait, lui aussi ne veut pas être coaché. Et du coup, le coach dit « Moi, je ne peux rien faire parce que l'éthique et la déontologie de mon métier m'interdit d'accompagner et de coacher des personnes qui ne sont pas volontaires. » Alors, le dirigeant est quand même ennuyé. Il demande un conseil au coach. Mais alors, que faut-il faire dans ces cas-là? Et le coach a un carnet d'adresses de collègues qu'il connaît et il dit « Ce que je vous conseille, c'est de voir auprès d'un médiateur car il me semble que là, tel que ça se présente, ce serait plus de son ressort. » Alors, il oriente le dirigeant vers un médiateur professionnel. Le médiateur est reçu par le dirigeant. Il lui explique la situation et il lui demande donc de faire une médiation. Le médiateur intervient et l'issue de cette médiation consiste finalement à un aménagement de la relation entre les deux managers. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, et l'un et l'autre, de prendre des engagements visant l'amélioration de leur relation sans que le contenu soit connu, donc restant confidentiel. Alors le dirigeant, là, il est satisfait. Il observe dans les semaines suivantes le changement qui s'opère, puisque ça a duré quelques semaines. Donc le changement s'opère pour les deux managers, tout en constatant quand même que l'un et l'autre ont certaines difficultés pour modifier leur comportement, leurs approches. Donc on voit bien qu'ils ont modifié les choses, mais ça reste quand même difficile. Et au bout de plusieurs semaines, en fait, l'un des managers demande à voir le dirigeant. Au cours de la discussion, le dirigeant en fait, est très étonné d'entendre que ce manager est maintenant demandeur d'un accompagnement, donc d'un coaching, exprimant lui-même une difficulté à respecter les engagements qu'il a pris lors de la médiation. Alors plus étonnant encore, quelques jours plus tard, le second manager lui demande un entretien et exprime lui aussi son souhait d'être accompagné à son tour pour les mêmes raisons. Alors bien sûr, le dirigeant est satisfait, il met en place les deux accompagnements, mais il est resté interloqué sur ce revirement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment, non pas une, mais deux personnes qui refusaient de changer au départ, en viennent à cette remise en question. Alors, il n'a pas eu la réponse, mais depuis, il entrevoit quand même ici une nouvelle façon pour lui de faire appel à ces deux métiers que sont le coaching et la médiation professionnelle. Je vais peut-être déjà donner une définition. On peut se dire que le coaching est l'accompagnement par un tiers d'une personne qui a une volonté de changer. Changer pour elle, en elle, quelque chose de spécifique en lien avec un projet qui peut être un projet professionnel, mais qui peut être un projet de vie aussi, ça peut être plus large que ça. En tout cas, s'il y a cette volonté de changer et d'aller dans une direction particulière. Donc le coach
intervient dans pas mal de thématiques. On pourrait les lister. Ça peut être un bon manager, ça peut être améliorer sa communication, ça peut être traiter des choses sur la gestion du stress, sur le leadership, et la liste serait longue en fait. Donc je ne vais pas faire ça. Et puis ça ne dirait pas en fait au fond de quoi s'occupe le coach professionnel et quelle est la teneur ou ce que recouvre son activité. Ce que je vais évoquer plutôt, c'est d'abord le sens de ce métier qu'est le coaching professionnel. Et le sens premier, en fait, c'est la finalité. Quelle est la finalité d'un accompagnement individuel? C'est celle d'accompagner une personne dans un changement qu'elle n'arrive pas à produire par elle-même. Alors, on voit comme ça arriver des personnes qui veulent changer un certain nombre de choses pour elles, et les thématiques sont très variées. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'au-delà de ces thématiques, en fait, il y a des questions que se pose la personne ou des questions qu'elle n'arrive même pas à se poser. Et elles ont besoin d'un tiers pour clarifier un certain nombre de choses. Donc, il va y avoir une première partie de l'accompagnement dans lequel la personne et le coach vont définir en fait un champ de l'activité. Alors là, encore une fois, le champ peut être vaste. Ce que je vais essayer de faire là maintenant, c'est de parler du cœur en fait du dispositif, c'est-à-dire quelles sont les questions avec lesquelles la personne vient voir un coach professionnel pour changer. Et pour ça, en fait, je vais peut-être partager mon écran, si vous voulez bien, pour afficher un certain nombre de choses. La question peut-être avec laquelle on peut arriver, c'est une question qui est peut-être parfois une question existentielle sur comment changer. Au-delà de ça, en fait, il y a une grosse question qui est qui suis-je? Qui est ce jeu, en fait, qui se présente là et qui vient pour un accompagnement? Quelle est la question qu'elle se pose autour de cette question-là de qui suis-je? Alors déjà, pour y répondre, on voit que le coach peut aller dans une question qui va juste après. C'est pour répondre à la question de ce jeu et de l'existence de ce jeu, c'est qu'on va parler de conscience de soi. C'est-à-dire que dans l'évolution de la personne, si on remonte le temps et qu'on imagine un bébé qui est sur une table allongée, de quoi a-t-il conscience? Quelle est l'étendue en fait de sa conscience? Est-ce qu'il est conscient que lorsqu'il bouge sur la table allongée, ces machins qui bougent devant ses yeux sont des doigts et que ces doigts lui appartiennent? Peut-être qu'à ce stade-là, il n'en a pas conscience. Alors évidemment, de là à l'état adulte, on prend conscience d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on a les perceptions, nos perceptions, et on a attribué en fait une conscience, et on sait que ces choses que je bouge devant moi sont mes mains parce qu'elles sont rattachées à mon coude, à mon épaule, et que j'ai des sensations par rapport à ça. L'enfant, quand il est sur la table allongée, quand ses parents lui prennent les doigts, il a une sensation bizarre, tiens, quelqu'un touche ce bazar là qui est devant moi et qui bouge, et finalement je m'aperçois plus tard, je prends conscience en fait que tout ça fait partie de moi. Alors, je ne sais pas, à l'âge adulte, à quel endroit se situe la conscience, comment on peut encore la pousser, mais on est sorti, en fait, à l'âge adulte, d'une forme d'ignorance et on est passé dans une conscience de soi. Peut-être que vous avez conscience actuellement, que vous entendez ma voix à travers un écran qui sort par des haut-parleurs ou un casque. Peut-être que vous avez conscience aussi qu'en même temps, il vous traverse des pensées, ou peut-être que vous n'en avez pas conscience. Peut-être que vous avez conscience que l'une de vos mains est plus chaude l'une que l'autre, et que vous avez conscience également de la position de vos jambes alors que vous êtes assis sur la chaise face à l'écran. Peut-être aussi vous prenez conscience qu'il y a un certain nombre de choses qui échappent à votre conscience, et que le travail du coach peut être déjà sur ce registre-là, c'est-à-dire de quoi j'ai conscience de moi, quel est le rapport en fait que j'établis avec moi, quelle est la relation que j'ai à moi. La relation à soi, en fait, démarre par ces prises de conscience, et il y a un travail qui est possible pour repousser, en fait, et passer dans un apprentissage, puisque, en fait, à partir du moment où j'ai conscience, que je sais que je pense donc je suis, disait Descartes, et donc je peux passer à l'étape d'après, finalement, qui va me permettre d'alimenter la connaissance de moi, donc cette connaissance que je peux acquérir parce que j'ai conscience, parce que je sais que je sais faire un certain nombre de choses. Donc je vais acquérir un apprentissage en grandissant jusqu'à l'âge adulte, et d'ailleurs jusqu'à la mort. On continue à apprendre, à acquérir du savoir sur soi, mais pas que, évidemment, hein, mais là je me concentre sur la connaissance de soi, c'est-à-dire que maintenant vous savez que vous savez. Vous savez que vous savez parler. Vous savez que vous savez parler français, peut-être. Vous savez que vous savez parler anglais. Ah non, pas moi. Ça, je sais que je ne sais pas.
ou pas bien en tout cas. Donc, on sait aussi, comme la conscience, que la connaissance a ses limites et qu'un travail peut permettre d'augmenter ou de progresser, d'avoir un apprentissage autour de la... Alors, est-ce que ces deux choses, conscience et connaissance, le connais-toi toi-même finalement, est-ce qu'il est résumé ici au travers de ces deux éléments? Ben, pas nécessairement en fait. On s'aperçoit que pour compléter, en fait, on peut savoir par exemple que j'ai des émotions. Je sais que j'ai des émotions. Je sais que je peux être triste, que je peux être en colère. Mais est-ce que je comprends ça, en fait? Ben, il peut y avoir aussi un travail, quand les personnes viennent nous voir, autour de cette idée de la compréhension de soi. C'est un étage supplémentaire qui permet, alors que j'ai de la connaissance, d'en faire quelque chose de concret, de pratique, auquel je vais avoir prise. Donc, comment je peux avoir prise si je ne comprends pas les choses? Et donc, effectivement, on va se retrouver avec le concept de soi qui commence à prendre forme ici, avec la limite que j'ai de ma conscience et que je peux repousser, la limite de mes connaissances de moi et que je peux repousser, et la limite de la compréhension de moi que je peux repousser, c'est-à-dire, est-ce que je comprends pourquoi dans telle situation je me mets en colère? Est-ce que je comprends ces mécanismes qui me permettent de les réguler et d'avancer dans une amélioration, dans une progression de ce jeu que je suis en train de définir. Alors, ça nous amène naturellement à parler de plusieurs sujets que le coach peut prendre en charge dans cet accompagnement. C'est cette idée de la confiance en soi, hein, qui est quand même assez répandue. C'est-à-dire, est-ce que par rapport à tout ça, je peux avoir une idée des capacités qui sont les miennes face à des situations? Et puis, est-ce que je peux apporter une évaluation à la valeur que je me porte? Et même, est-ce que je peux, avec tout ça, être dans l'acceptation de moi-même tel que je suis? L'ensemble de ces thématiques, en fait, qui représentent le concept de soi, sont des champs que le coach va peut travailler en fonction de ce qu'amène le client. Et partant de là, en fait, on peut s'apercevoir aussi que là, on parle du monde en fait, qui nous entoure et qu'on se représente en soi. C'est le monde en moi. Et partant de là, on peut aussi dire qu'on va sortir de soi pour aller s'affirmer dans le monde. C'est ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Ce champ-là, effectivement, en coaching, est un champ dans lequel on peut apporter des éléments, un apprentissage nouveau sur comment je peux m'affirmer. Et là, on peut s'apercevoir que dans notre environnement, en fait, on va jouer des rôles. On va s'affirmer dans le monde et peut-être qu'on va avoir un costume, on va avoir plusieurs costumes ou des masques, comme on veut, on peut dire en tout cas qu'on met quelque chose de l'ordre d'un rôle. Ce rôle qui peut être un rôle de parent, un rôle de vendeur, un rôle de manager. Et suis-je un bon parent? Suis-je un bon vendeur? Suis-je un bon musicien? Ce sont des questions qui viennent s'inviter dans le coaching, qui sont liées à l'affirmation de soi dans le monde. Donc, c'est l'environnement dans lequel je m'inscris et donc cette représentation de moi, de qui je suis à l'intérieur du monde. Alors là aussi, on peut s'apercevoir que dans ce champ, il y a de l'accompagnement qui peut être nécessaire, demandé par les personnes, parce qu'il faut faire la différence entre le monde en moi et moi dans le monde. Ce sont deux choses différentes. Et ne pas faire en fait cette différence peut créer des difficultés, soit par rapport à la relation à soi, soit par rapport à la relation du monde qui nous entoure, la relation à l'autre, et je laisserai Jean-Louis parler de ce champ-là. En tout cas, il peut y avoir ce qu'on va appeler des confusions identitaires. C'est-à-dire, est-ce que le rôle que je tiens de parent, est-ce que c'est moi? Est-ce que le rôle de manager, est-ce que c'est moi? En fait, on voit dans pas mal de cas des confusions identitaires, alors qui se traduisent par des récits. On peut entendre, par exemple, que un manager se met en colère parce qu'on lui a retiré ses clients. Vous voyez, cette idée que les clients lui appartiennent, que si on lui enlève ses clients, on lui enlève un bout de lui-même. Bon, on peut constater effectivement que là, il y a une confusion, c'est que ce n'est pas parce qu'on enlève les clients à un manager ou un vendeur que pour autant, il perd une partie de lui-même. Mais la personne qui vient peut, avec tout l'investissement qu'elle a produit, avoir créé cette confusion entre qui il est et les rôles qu'il joue dans la société. Donc, on a un travail ici qui peut être conséquent parfois pour redéfinir avec la personne, reclarifier à la fois les rôles qu'elle joue et puis qui elle est nécessairement. Parce qu'après, est-ce que même si on m'enlève un doigt, je ne suis plus moi? À quel moment je ne suis plus moi? Vous voyez, donc, il y a cette idée de concept de soi qui intervient et une redéfinition en fonction des rôles que l'on joue. Donc, cette confusion est un gros travail qu'on retrouve en coaching. Et il y a même des choses qui peuvent être plus compliquées. C'est-à-dire, quand cette confusion existe, il peut y avoir aussi des contradictions entre les rôles que je joue
et qui je suis vraiment. Donc ça, ce sont peut-être des personnes, parfois c'est des dirigeants qu'on retrouve et qui ont cette difficulté. Et là, dans la tête, ça sonne carton rouge parce que la personne se retrouve en contradiction entre qui elle est ou la façon dont elle se représente elle-même et puis les rôles qu'elle joue dans la société. J'ai vu encore récemment une personne que j'accompagnais, un grand dirigeant qui avait un poste très conséquent avec une vie qu'on pourrait qualifier comme bien marketée, comme on veut nous faire croire que ce serait l'idéal, avec beaucoup d'argent, avec de belles voitures, avec des maisons, avec tout ça, et qui finalement me dit au cours d'un entretien qu'il en a marre de tout ça, qu'il voudrait revenir à des valeurs essentielles et qu'il est en contradiction avec le rôle qu'il joue. Alors il disait qu'on lui fait jouer en fait, hein, mais qu'il joue dans l'entreprise et puis qui il est vraiment. Donc on voit qu'il y a un travail conséquent sur ce champ-là avec ces contradictions. Et quand ça se produit, on va retrouver en fait des personnes qui vont avoir ce qu'on appelle un conflit en soi. C'est-à-dire qu'elles vont arriver avec de telles contradictions, de tels regrets ou de tels remords dans les situations qu'elles vivent, qu'elles vont se retrouver en conflit avec elles-mêmes. Donc là, on peut travailler aussi ce champ-là en coaching dans l'idée d'accompagner la personne vers un retour à un équilibre, puisque en fait, le concept de soi et qui je suis a un objectif, une aspiration. C'est à la fois d'être en harmonie avec ses propres pensées, hein, être en disharmonie, ça c'est très compliqué en fait, hein, d'avoir des pensées contradictoires, d'avoir peut-être ce qu'on peut appeler par ailleurs des dissonances cognitives, c'est très compliqué. Donc retrouver un équilibre, retrouver ce qu'on peut appeler l'homéostasie, qui est le propre de tout système vivant, hein, finalement, d'avoir cet équilibre va être important à travailler et le coach peut aider effectivement à retrouver cette harmonie, retrouver l'équilibre entre le monde en moi et moi dans le monde et puis être dans une forme de satisfaction de ses besoins, en tout cas avoir ce sentiment de satisfaction de soi également. Ça c'est un travail qui peut être fait avec le coach et qui se produit, alors ces décalages se produisent parce que évidemment j'ai de l'information qui m'arrive, j'ai une réception de l'information parce que les autres, le monde autour m'envoie de l'information et comment les autres me voient ou comment les autres me racontent en fait. Et comment je prends ça en compte? Est-ce que je le prends en compte ou est-ce que plutôt je prends en compte ce que moi je me raconte ou comment je me vois et comment cet équilibre se crée? Là aussi, il y a un champ important avec le travail que peut fournir le coach pour éviter le conflit en soi ou pour éviter en fait ces récits problématiques que les personnes se mettent en tête avec l'idée qu'ils sont obligés, ils se contraignent eux-mêmes. Hein, je suis obligé de licencier un collaborateur. Ça peut être des récits de cet ordre-là. Mais peut-être que les personnes, au bout d'un moment, on arrive à interpréter la situation et à se juger négativement. Par exemple, dire qu'elles sont nulles, qu'elles sont pas à la hauteur, qu'elles n'ont pas la capacité, voire que peut-être elles sont un peu malades, qu'elles sont en train de dérailler un petit peu, ou même qu'elles seraient mal intentionnées, qu'elles seraient malveillantes. Donc on va retrouver des personnes, c'est ce que j'affiche, qui vont s'envoyer des pics. Pour les médiateurs professionnels, le message sera compris. Pour les autres, en fait, j'invite là Jean-Louis tout à l'heure à expliquer précisément de quoi ça parle. C'est-à-dire que je m'envoie en fait un certain nombre de messages qui sont plutôt dévalorisants, alors que peut-être je pourrais réévaluer tout ça pour retrouver mon équilibre et être en harmonie avec moi, en satisfaction de mes besoins et en équilibre relationnel, parce que finalement, c'est l'homéostasie qui prévaut pour que le système humain perdure. Voilà ce que je pouvais évoquer sur de quoi retourne le coaching et en quoi il peut être utile dans un accompagnement individuel, donc avec une personne. Alors, merci Stéphane. Peut-être tu pourrais nous dire quels sont pour toi les liens que l'on peut faire entre le coaching et la médiation professionnelle. Par exemple, sur la posture. C'est-à-dire que la posture de médiateur professionnel et la posture de coach professionnel a des fondements identiques. Par exemple, que ces deux professions vont être avec une posture autour de l'impartialité, de la neutralité, de l'indépendance. Mais il y a aussi des différences, c'est-à-dire qu'elles ne s'expriment pas de la même manière. Si je prends par exemple l'impartialité, qui est la distance que l'on peut avoir avec les parties, les personnes que l'on accompagne. Dans la médiation, il y a deux personnes au minimum que l'on accompagne, alors que dans un coaching, il y a une seule personne.
Et à ce titre, en fait, on va être dans le coaching beaucoup plus proche, beaucoup plus dans l'intimité en fait, de la personne, puisqu'on la voit, on peut la voir pendant 8 mois, en fait, hein, sur un cycle de 8 mois, à raison de peut-être une séance tous les mois ou plus serrée. En tout cas, on rentre dans l'intimité, il y a quelque chose qui se crée de cet ordre-là. Et l'impartialité, lorsque par exemple on intervient en entreprise, on a quand même un décideur, parfois payeur, hein, donc on a une relation tripartite, et l'impartialité peut être compliquée à tenir, la distance peut être compliquée à tenir parce qu'on va aussi travailler avec de l'empathie. Par exemple, dans le coaching, comme on est dans cette distance un peu plus proche que dans la médiation, on rentre dans l'intimité, il y a de l'empathie qui se crée et il y a un terrain glissant qui serait de verser dans la sympathie avec cette personne-là, au détriment de notre impartialité par rapport au prescripteur, ou même, s'agissant de la personne elle-même, d'être trop proche et de se laisser embarquer et de vouloir, par exemple, sauver la personne. Ce qui est différent avec la médiation, puisque l'impartialité va être tenue de manière beaucoup plus serrée en termes de distance, alors si j'ose dire, mais la distance est plus importante finalement entre les parties, parce qu'on ne peut pas se rapprocher d'une partie ou d'une autre. Donc là, il y a une vraie différence de posture, alors même que le fondement est identique sur l'impartialité. Si je parle de la neutralité, on va se retrouver par contre sur quelque chose de vraiment identique, c'est que autant le coach que le médiateur n'orientent pas dans une direction en particulier. Dans le coaching, la direction est choisie par le client et en aucune manière on ne vient donner des conseils orientés dans une direction, vers une issue, un choix, une option. Ce que fait exactement aussi le médiateur professionnel lorsqu'il est en médiation. Il y a quand même des différences notables et qui vont se traduire notamment dans la relation à la personne, dans le cours de l'intervention. Parce qu'il y a vraiment des précisions qui sont utiles à apporter du point de vue notamment de ce qu'on conçoit en termes d'impartialité, de neutralité, d'altérocentrage. On va voir que ça se traduit de façon concrète avec des éléments de posture et des outils. Merci pour cette première présentation. Ça me donne l'occasion là de donner la parole à Jean-Louis qui donc est président de l'EPMN, l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, qui est le fondateur en fait de la profession de médiateur professionnel. Tout à l'heure, j'évoquais une situation qui fait la différence entre le coaching, mais pas le coaching de Stéphane, parce que le coaching de Stéphane, il a une démarche éthique. Alors, ça n'empêche pas après le coach de faire ce qu'il veut de ces techniques d'accompagnement, de même que pour le médiateur professionnel. C'est que le coach, lui, il répond à une demande de quelqu'un qui veut être accompagné par rapport à un objectif. Alors, je disais tout à l'heure, il y a des dirigeants actuellement qui sont super bien coachés pour pouvoir être engagés dans une dynamique de conflictualité. Ils sont tellement bien coachés qu'ils réussissent à être dans cette dynamique de conflictualité. Si c'était un médiateur professionnel, il ne ferait pas ça. Parce qu'en fait, le médiateur professionnel, lui, il a un objectif, c'est celui d'accompagner de la qualité relationnelle dans tout l'environnement relationnel. Donc, il y a bien un écart. C'est-à-dire que le coach, lui, peut très bien coacher quelqu'un pour pouvoir faire une compétition, d'accord, pour pouvoir avoir un objectif d'entreprise, ok, pour pouvoir faire un développement personnel et être mieux en soi. Mais aussi, on peut très bien imaginer le coach qui va aider quelqu'un pour mettre en place une stratégie guerrière, pourquoi pas, pour pouvoir se dire mais comment on va faire, etc. Comment on va coacher la personne pour pouvoir monter sur un ring de boxe. Un médiateur professionnel, il ne fait pas ça. Parce qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est accompagner les personnes déjà pour pouvoir développer de la qualité relationnelle dans leur environnement. Et pour pouvoir faire ça, il va devoir passer, le médiateur, par un travail sur soi, un travail sur la personne. Et je ne vous fais pas une grande révélation pour vous dire que la médiation professionnelle, c'est une pratique qui vise la résolution des conflits. Mais que pour pouvoir atteindre cet objectif, il faut vraiment déployer tout un processus structuré qui va aider les personnes à structurer leurs pensées. C'est-à-dire que pour les aider à structurer leurs pensées comme d'habitude, c'est-à-dire dans l'affrontement, ce n'est pas difficile, il suffit d'en rajouter 2 cuillères. Et l'inventivité en matière guerrière, elle n'a rien d'extraordinaire. Depuis tout temps, on a même inventé le mot stratégie. Stratos, ça veut dire la guerre. Donc des méthodes de guerrière. Notre vocabulaire, il est très, très orienté vers de l'affrontement. C'est ce qu'il a été vraiment difficile, c'est de pouvoir initier une représentation de la relation qui sorte
de l'approche de l'affrontement. Donc, il a fallu pour ça que je revoie les fondamentaux sur la manière d'approcher la personne elle-même. Parce que quand on dit qu'il y a un conflit, mais en fait, il y a un conflit, c'est quoi un conflit? C'est une relation qui s'est dégradée. Oui, mais c'est quoi une relation? Et c'est quoi dégrader? Il faut regarder les deux. Donc, la relation, on voit que la relation est déjà définie en droit, en psycho, plus ou moins, c'est assez flou. Il y a des problématiques relationnelles qui sont vues au travers d'affrontements, au travers d'une vue négative de l'humanité. Il faudrait pouvoir concevoir quelque chose qui donne de l'humain une réalité, c'est-à-dire que c'est quoi cette réalité? Donc, je vais y venir. Je voulais dire qu'un conflit, c'est une relation qui est dégradée. On peut identifier ce qui dégrade la relation. Mais quand on a fait ça, on en est toujours à des conséquences. On n'en est pas à des causes. Et ce qui m'intéressait, c'était de revenir à de la cause. La cause, elle est en soi. Quand une personne est en conflit avec quelqu'un d'autre, en fait, c'est parce que déjà, elle a donné une prise. Elle a donné une prise au conflit. Parce que quoi que vous fassiez à quelqu'un, si par exemple vous insultez quelqu'un, vous lui dites « Hé, l'imbécile qui est devant », si le type ne se retourne pas, c'est qu'il sait pas, il n'y a pas eu de prise sur lui. Mais s'il se retourne et qu'il dit « C'est de moi dont vous parlez », ça veut dire tout simplement qu'il a donné prise et qu'il y a matière. Quand une personne se sent accrochée par un conflit, ça veut dire qu'elle a donné prise. Avant d'envisager le lâcher prise, il faut considérer qu'il y a un donner prise. Et c'est là où le médiateur intervient. C'est là où il a un vrai savoir-faire. Parce que s'il ne sait pas intervenir à ce moment-là, il sera confronté à un entêtement, à une butée, s'il n'a pas de possibilité d'identifier comment la personne a donné prise et pourquoi elle a donné prise, eh bien, il ne va pas pouvoir la désentêter et lui faire lâcher prise. La première chose de la dégradation de la relation en soi, en fait, c'est les mêmes choses que la relation aux autres. Mais il y a, par rapport à soi-même, quelque chose qui fait le donner prise. Si, par exemple, dans votre vie, vous avez un terrain vierge en termes de remords, en termes de rancune et en termes de rancœur, que vous n'avez dans votre vie aucun regret, eh bien, je pense que vous n'allez pas pouvoir donner prise à quoi que ce soit. Parce que vous n'allez pas en vouloir à quelqu'un qui va vous diminuer, par exemple, qui va vous mépriser, qui va vous mettre dans une situation problématique, qui va même vous arnaquer. Vous n'allez même pas lui en vouloir parce que vous n'aurez pas le référentiel expérientiel de la rancune. Vous n'aurez pas non plus celui du remords. Et il faut que le médiateur soit un spécialiste du décrochage par rapport à ce donner prise. Et quand il fait ça, il intervient directement sur les phénomènes d'entêtement. Parce qu'une personne qui s'entête sur quelque chose, c'est parce qu'elle a une pensée fermée. Elle ne le fait pas exprès d'être entêtée. Et ça, c'est encore un point de repère important pour le médiateur. Quand les gens ne savent pas faire, eh bien, ils font la pire des choses parfois, et la meilleure. Ou parfois, ils sont maladroits, tout simplement. Ils ne savent pas faire, ils sont dans la confusion. Il faut vraiment que le médiateur sache accompagner les personnes dans leur recentrage sur elles-mêmes, leur repositionnement. C'est-à-dire que là, il va utiliser une technique qui est absolument sans questionnement, un accompagnement de la réflexion que j'ai appelé l'haltérocentrage. Et l'haltérocentrage, c'est une ouverture, une grande ouverture vers la personne en elle-même par rapport à l'altérité. C'est-à-dire, c'est approcher, aider la personne en tant qu'elle est elle-même. Et ça, ce n'est pas facile parce qu'il y a plein de représentations, par exemple, qui sont fausses. L'haltérocentrage, ce n'est pas de l'empathie. La démarche, elle consiste bien très clairement à faire en sorte qu'il y ait un accompagnement en altérité. Il n'y a pas d'empathie, pas de sympathie. Il y a des postures qui sont vraiment spécifiques à la médiation professionnelle et au médiateur professionnel. Et j'ai fait évoluer par insistance les postures de tous les médiateurs. Même s'il y en a certains qui sont hors course par rapport à ça. Par exemple, il y a plein de médiateurs qui ne sont pas du tout indépendants. Ils sont complètement reliés à une autorité de tutelle. Donc, c'est des médiateurs, ce sont des médiateurs traditionnels. Ils n'ont pas d'indépendance, ils sont exécutants d'une autorité de tutelle. Ils ont même parfois un programme,
une délimitation de leur activité. Il y a 3 éléments de posture, qui sont des postures de distanciation, qui sont des postures impératives pour pouvoir faire de la médiation professionnelle. C'est l'indépendance par rapport à toute forme d'autorité. C'est une garantie par rapport à la manière dont le médiateur va intervenir sans être le véhicule d'une décision qui aurait été prise en amont. Il est neutre par rapport à la solution. C'est une solution qui va dans le sens de la qualité relationnelle. Ce n'est pas une neutralité de « je m'en fous, ils peuvent se faire la guerre ». Non, quand les gens viennent voir un médiateur, c'est qu'ils veulent trouver une issue en qualité relationnelle et en altérité, c'est-à-dire en intelligence humaine. Et ce qui fait l'intelligence humaine, c'est la capacité de réfléchir, d'utiliser la raison, la rationalité, en toute conscience. Faire réfléchir avec la rationalité et la conscience. La neutralité, elle est bien sûr posturée par rapport à la qualité relationnelle. Et puis l'impartialité. L'impartialité, c'est au regard des intérêts et des enjeux des parties. Alors, c'est INI. Et puis, il y a un 4e élément, c'est qu'il n'est pas un élément de posture, de confidentialité, qui est une garantie que le médiateur ne va pas raconter à l'extérieur ce qui se passe dans une médiation. Donc, si vous êtes en position de faire appel à un médiateur professionnel, ben, vous n'aurez pas le contenu de ce qui se passe à l'intérieur des entretiens. Vous aurez le résultat de son intervention. Alors, pour terminer, les outils utilisés en médiation. Il n'y a pas de questions formelles en médiation professionnelle. On n'utilise pas le questionnement. Et la raison, c'est la relation à l'haltérocentrage que j'évoquais tout à l'heure. La question présuppose que la personne a une réponse. C'est le système de la maïeutique. En médiation, on ne va pas avoir ce présupposé. Le présupposé, c'est que la personne a besoin de réfléchir et on accompagne sa réflexion. Et donc, il faut être haltérocentré. Et on va être aussi contributif par rapport à nos interlocuteurs. C'est-à-dire qu'on va apporter du sens. On ne pose pas de questions, on accompagne la réflexion. La restitution de sens, c'est donner à vos interlocuteurs le sens de ce qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire montrer les conséquences éventuelles de ce que la personne est en train de dire. Et là, ça aide la personne à réfléchir. S'haltérocentré, c'est d'avoir cette démarche contributive. C'est un vrai accélérateur de pensée. Hein. Les personnes, quand elles viennent en entretien de médiation, elles ne ressortent plus pareil. Hein. Quand c'est bien conduit, quand c'est bien construit, il y a un processus structuré, la personne, ça restructure sa pensée. Et elle n'en est jamais mécontente, parce que c'est vraiment une aide. Donc, il y a ces outils aussi de diversification du langage qui ont été évoqués tout à l'heure par Stéphane aussi et par Henri sur le modèle SIC, des structures et interactions en communication. C'est possible d'avoir un outil qui permette vraiment de déployer une pédagogie de diversification du langage pour aider les personnes à penser, pour aider les personnes à mieux être. Et c'est vraiment cette démarche-là qu'il y a en médiation professionnelle, qu'il n'y a pas forcément en coaching, mais qu'on peut retrouver dans des approches de coaching, qu'on peut retrouver, mais les outils sont vraiment très différents parce qu'en médiation professionnelle, il n'y a aucun référentiel de psycho, aucune technique que vous pouvez avoir habituellement. D'ailleurs, vous pourrez le voir peut-être avec les témoignages qu'il y a après, que ce n'est pas du tout les mêmes techniques. On a des liens, bien sûr, parce que c'est l'approche de la personne. Donc, quand il y a une approche d'une individualité, évidemment que les choses peuvent être similaires. Et je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Louis pour ces précisions qui permettent à nos participants de se représenter en fait cette inimaginable discussion dont le médiateur professionnel est l'artisan. Il est l'artisan de cette inimaginable discussion et qu'il accompagne les personnes vers le retour à la libre décision. Hein. S'il est question de liberté, c'est à la fois la liberté de réfléchir, la liberté de s'exprimer et c'est la liberté de décider pour les personnes de ce qui les concerne. J'ai envie de demander à Stéphane, qu'est-ce que la médiation t'a apporté à toi ?
Au départ, je suis d'abord tombé dans le monde du coaching et par expérience, je suis tombé après dans le domaine de la médiation, dans un poste que j'avais de responsable des ressources humaines, et je me suis formé après. Donc, effectivement, c'est venu dans un deuxième temps. Donc, je suis passé du coaching à la médiation. Et donc, ce que ça m'a apporté, alors au-delà de l'intérêt, de la curiosité, du fait que ça a brassé mes neurones, puisque j'avais quand même pas mal de concepts tirés de la psychologie. Et il y avait un débat qui est de moins en moins présent d'ailleurs autour de ces concepts issus de la psychologie qu'on utiliserait dans le coaching, mais qu'en même temps on ne ferait pas de la thérapie alors que c'est des outils de la thérapie. Donc il y a pendant les années 80-90 où j'ai débuté, c'était des gros combats autour de cette idée-là. Et on voit maintenant que le coaching d'ailleurs s'écarte naturellement, j'allais dire, de ces concepts qui enferment plus que la plupart du temps une aide, pour aller vers des notions plus autour de la philosophie, de faire réfléchir les gens concrètement sans y mettre de cadre ou d'imposition quelconque. Et donc, de nouvelles pratiques en fait, font jour qui s'orientent vers la rhétorique, en fait, hein, et la rhétorique plutôt maïotique, avec l'idée de faire réfléchir les personnes. Donc, quand je suis arrivé dans la médiation, ça m'a secoué, et Jean-Louis m'a aidé là à comprendre les liens qu'on pouvait faire et la bascule de ces parties de modèles psy vers des concepts qui sont à la fois plus simples finalement, plus rigoureux aussi, puisqu'on peut faire le constat que les concepts de la médiation professionnelle, en tout cas moi j'ai fait le constat que c'est un peu comme Pythagore, quoi, hein, c'est le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés. Ça marche 100% des fois. Alors qu'avec des techniques de coaching que j'avais issues de la PNL ou de l'analyse transactionnelle à l'époque, ne me permettaient pas d'aboutir aussi bien à la fois dans les médiations que je faisais peut-être déjà avant de me former, mais aussi dans le coaching. Donc j'ai transféré un certain nombre de choses. Et puis ce que ça m'a apporté vraiment, c'est quand j'ai réfléchi ce que j'ai affiché ici, qui est écrit maintenant dans un livre pour l'enseignement du coaching, finalement, c'est quel était le processus structuré. Donc la façon dont la médiation professionnelle intervient dans la réflexion, tu l'as dit Jean-Louis tout à l'heure, hein, aider les gens à réfléchir, c'est vraiment une particularité que de se repencher sur comment on structure notre pensée. Et ça m'a aidé à construire, on en a ri pas mal de fois avec Jean-Louis sur comment le concept et la structuration du coaching pouvaient être modélisés, et ça a donné finalement un hexagone. Quand Jean-Louis a une discussion avec une coupe de champagne, m'a fait réfléchir là-dessus, et je me suis dit oui, effectivement, il y a 6 étapes, et 6 étapes, ça rentre dans des triangles et ça rentre dans un hexagone. Et finalement, tout ça s'est modélisé de manière assez conséquente. Donc un processus structuré, ça m'a permis ça, en fait, d'établir ce processus structuré avec le schéma de pensée et la rigueur qu'a amené Jean-Louis et la médiation professionnelle. Donc voilà au moins quelques éléments que ça m'a apporté au-delà du double business, voilà, que je peux voir avec l'anecdote que j'ai racontée tout à l'heure et qui se produit dans les deux sens. C'est-à-dire que je peux accompagner quelqu'un, deux personnes dans une médiation, et ensuite proposer des accompagnements individuels avec l'une, l'autre, voire les deux personnes. Donc ça, c'est des choses que l'on ne peut pas faire lorsqu'on n'a pas la double casquette, par exemple. Peut-être, je vois Florence qui acquiesce, je vais la laisser raconter son expérience. Voilà, parce que ça m'a amené plein d'autres choses, mais voilà quelques éléments déjà qui sont importants à signaler. Merci. Donc, s'il y avait un doute, hein, la marque de fabrique de la médiation professionnelle et de l'ingénierie relationnelle, c'est bien la rationalité et la rigueur. Et on va pouvoir le voir aussi là, de façon concrète. Donc, avec Florence Bilan-Walter. Tu acquiesçais, Florence? Bonsoir. Donc moi, j'ai d'abord suivi ma formation pour être coach professionnel en 2014-2015. Et ce qui a été le déclencheur pour moi, c'était un jour lors d'un cours avec Stéphane où le coaching consiste à accompagner un coach dans le changement, et ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs heures. Et Stéphane, un jour, m'avait dit, non, mais en médiation, on peut changer le regard de la personne sur une situation en 2-3 heures seulement. Et là, je me suis dit, mais comment ça? Oui, Donc, voilà, comment tu fais? Il m'a dit, c'est trop long, viens voir, viens découvrir la médiation. Et c'est comme ça que que je me suis renseignée sur la médiation et que j'ai suivi donc la formation en 2018. Et en fait, moi, la manière dont je fais interagir les deux, c'est que je fais beaucoup
de bilan de compétences pour voilà, des salariés, des personnes qui sont en difficulté. Et en fait, j'ai remarqué que dans presque la moitié des cas, les gens viennent me voir parce qu'ils ont... en fait, ils veulent changer de travail parce qu'ils sont en difficulté avec soit un collègue, soit avec leur responsable hiérarchique. Et en fait, au départ, je les accueille dans cette idée de changer de travail. Et à mi-chemin, généralement, je commence à amener des outils de la médiation pour leur faire prendre conscience que finalement, les difficultés qu'ils peuvent avoir avec leurs collègues ou leur N+1, on peut également travailler sur ça. Avec leur supérieur hiérarchique, il ne faut pas que des N+1, on peut également travailler sur ça. Et finalement, au fur et à mesure de nos séances, ils apprennent à regarder la relation autrement, à se prendre en compte aussi, à prendre conscience de ce dont je lui parlais tout à l'heure, voilà, tout ce qui va être prêt d'intention, interprétation des propos des collègues. Et finalement, ils se sentent mieux dans la relation et quasiment aucune des personnes à la fin de l'accompagnement bilan de compétences décide de quitter son travail. Ouais, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de cet accompagnement-là, la relation redevient acceptable pour eux. Donc ça, c'est un des gros, j'ai envie de dire, un des gros changements dans mon accompagnement. Je fais aussi du coaching individuel. Et là aussi, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'immanquablement, même si un manager si je coach un manager pour une histoire de leadership, ou quand on me dit j'ai un problème de management, immanquablement, on arrive à des difficultés relationnelles avec un ou plusieurs membres de son équipe. Donc là aussi, j'utilise voilà, les outils ou le processus de la médiation. Ce que j'ai quand même remarqué qui reste une difficulté quand on reste comme ça dans le cadre, j'ai envie de dire, de l'ingénierie relationnelle, c'est-à-dire quand je ne suis pas appelée directement pour une médiation à proprement parler, c'est que je trouve encore beaucoup de dirigeants qui pensent que le manager doit être capable de régler les conflits dans son équipe et qu'il n'y a pas besoin d'un médiateur et d'une médiation à proprement parler. Ça, je trouve ça encore un petit peu compliqué dans les esprits de beaucoup de dirigeants qui parlent du principe que le manager doit être capable de régler les conflits dans son équipe, sauf que voilà, quand il y a trop d'affectifs ou trop de liens avec ses subordonnés, voilà, il n'y a plus de neutralité, hein, j'ai envie de parler de neutralité, d'impartialité, et ça, le manager, c'est très compliqué de se... Oui, donc en fait, ce que ton expérience illustre, c'est cette imbrication en fait entre la question de la relation à soi et la question de la relation à l'autre et comment en fait les personnes peuvent être dans la confusion de ce qui pourrait être utile ou voire même prioritaire à traiter. Et là, tu soulignais en fait que parfois pour certains, et peut-être pas que les dirigeants, hein, il y a la supposition en fait que le titre de manager emporte avec lui des compétences sur lesquelles les personnes ne sont pas formées. Et en fait, ça n'est pas nécessairement le cas. Alors, merci pour ce premier éclairage. Pour ce qui te concerne, Anne-Laure, toi, tu as fait le chemin inverse, en fait. Hein, tu t'es d'abord formée à la médiation professionnelle, puis au coaching professionnel. Quels sont pour toi en fait, les concepts que tu retrouves d'une discipline à l'autre? Merci Henri, bonsoir à tous. Donc Anne-Laure de Vincey. Alors moi, je suis effectivement entrée dans ces deux métiers, puisqu'ils ont ça aussi en commun, c'est qu'ils se sont professionnalisés par la médiation d'abord, et d'abord par expérience propre, c'est-à-dire j'ai exercé dans mes fonctions dans le secteur sanitaire des fonctions de médiateur non médical en établissement de santé au service des établissements et des patients. Et j'ai fait l'objet, il y a 2-3 ans, d'une médiation, alors qui ne portait pas ce nom-là, mais à titre professionnel, j'ai pu moi-même expérimenter d'être accompagnée dans ce processus-là. Du coup, ça m'a amené à me tourner vers la formation à la médiation et quasiment concomitamment d'amorcer la réflexion pour me tourner vers le coaching, avec cette intuition ou cette envie, cette appétence de pouvoir allier les deux, de percevoir qu'il y avait comme une complémentarité naturelle, ou en tous les cas, voilà, qu'on pouvait l'expérimenter. Donc voilà comment ça s'est initié. Par rapport à la médiation en établissement de santé, je faisais moi le constat que je n'étais pas suffisamment outillée, donc j'avais besoin de recourir à ce processus que j'ai pu apprendre par la suite.
Et s'agissant des complémentarités effectives et de ce que je peux expérimenter aujourd'hui dans ou les similitudes, où il y a ce qui a été évoqué précédemment par les uns et les autres, notamment sur la liberté et le libre arbitre dans la décision, et le fait que le tiers que représente le médiateur ou le coach est un tiers qui chemine aux côtés des deux parties prenantes ou de la personne coachée, mais en aucun cas il ne peut présupposer ce qui va ressortir de cet accompagnement. Et donc il est dans cette sorte de paradoxe où on accompagne vers l'autonomie, et qu'au bout du compte, de l'inimaginable discussion entre les deux parties prenantes à la médiation ou des séances d'accompagnement dans le coaching, va sortir quelque chose même d'impensable quelques heures ou quelques séances avant, dont les parties ou le coaché sera le seul auteur. Donc il y a voilà, et avec ça, l'idée qu'il y a tout à la fois une démarche de responsabilisation et de réappropriation je suis partie prenante d'un conflit ou de la dégradation d'une relation, j'y ai ma part, et avec ce que ça renvoie à soi, et dans le même temps, du coup, aussi, en tant que professionnel, cette idée d'une grande confiance dans ce que peut apprendre Pardon, je pense que j'ai un souci. Ouais, c'est bon, je suis revenue. C'est revenu alors, bon. C'est bon. Cette grande confiance dans la capacité d'apprentissage de chacun d'entre nous, et du coup des parties prenantes d'une médiation ou du coaché, à pouvoir, de ce chemin qui a été initié, derrière en tirer la solution ou le changement, ou les deux, qu'il aurait souhaité amorcer. Et en pratique, ce que je peux moi observer, il y a deux façons, c'est-à-dire où on considère la médiation et le coaching avec une vision imperméable, dire je mène une médiation et je mène un coaching, et puis je veille à ne pas confondre les deux démarches si je suis en accompagnement pour l'un et pour l'autre, pour des personnes au sein d'une entreprise, ou inversement, la porosité quasi permanente de ces outils et de ces postures qui ont effectivement des dénominateurs communs, des invariants parfois, et qui sont finalement, moi j'ai pu l'expérimenter vraiment à titre quasi intime, s'agissant des outils de la médiation, qui sont au service, par exemple, d'un coaching. La confrontation ou la restitution de sens qu'évoquait tout à l'heure Jean-Louis Lascou est très forte en médiation, elle est aussi en coaching avec les feedbacks. Néanmoins, par la médiation et cette confrontation plus forte, fondée sur l'haltérocentrage, on peut être amené à mener de manière plus poussée et plus rapide, comme l'évoquait Florence, à un retour de sens qui peut nourrir plus rapidement la personne qui nous a sollicité. Oui, Florence. Parce que j'avais vu passer sur le côté pas mal de questions sur l'empathie. On disait, est-ce que le médiateur peut faire preuve d'empathie? Et c'est vrai que quand Anne-Laure, elle parlait de perméabilité, c'est ça. C'est-à-dire que quand je suis dans mon rôle de coach, je vais faire preuve d'empathie, mais à un moment donné, quand je sens qu'il faut que la personne bouge plus vite et revoie son positionnement ou lui apporte un autre éclairage, là, effectivement, je mets l'empathie de côté. Je mets ma casquette de médiateur et je vais aller avec des questions percutantes que j'ai apprises en médiation pour justement l'amener à bouger plus rapidement. Donc en fait, et d'ailleurs quand tu dis questions, c'est pas vraiment des questions. Hein, non, bien évidemment, je dis ce que vous me dites, je ne pose pas la question. On en discutait tout à l'heure, parmi les non, c'est pas une question, oui, qui tout à fait.
qui étonne en fait les personnes qui découvrent la médiation professionnelle, c'est qu'on ne pose pas de questions en médiation professionnelle. Donc en fait, ce que vous dites toutes les deux, hein, cette perméabilité dont on parle, c'est beaucoup une perméabilité de la médiation professionnelle vers le coaching en termes en tout cas d'éléments de posture, en termes d'outillage, d'accompagnement, qui s'inscrivent dans une structuration de processus, comme le précisait Stéphane, qui peut être pour le coup là tout à fait spécifique au coaching. Il y a un processus et puis il y a aussi des acteurs en fait, hein, dans la démarche qui peuvent être différents, mais du point de vue de la posture et de l'interaction, en fait, de la façon d'accompagner la réflexion des interlocuteurs, la médiation professionnelle, vous la présentez hein, comme un outillage qui permet, là tu le disais à l'instant, d'aller plus vite, d'aller de façon plus ciblée à un certain nombre d'enjeux pour la personne. Il y a peut-être une question quand même qui taraude nos participants. Quand vous avez à déterminer ce que vous devez mettre en œuvre, vendre un coaching ou si vous allez mettre en place une démarche de médiation professionnelle, vous avez un critère entre les deux démarches? Alors là, moi j'ai un exemple très précis, c'est-à-dire que j'ai été contactée par une institution là, sur Bordeaux pour coacher un technicien. Et j'ai eu aussi le premier rendez-vous avec son manager. Et je pense que je vais retourner voir la RH en disant que c'est plus justement une médiation dont ils ont besoin. Parce que finalement, en écoutant chacune des deux parties me dit que de toute façon, il n'écoute plus l'autre et il ne veut plus parler à l'autre personne. Donc le critère, ce serait quoi? Le critère, en fait, c'est d'identifier si ça relève prioritairement et principalement de la relation à l'autre ou si on est dans… Et que déjà, pour moi, me lancer dans un coaching tant que la relation et la communication entre les deux n'est pas rétablie, je pense honnêtement que ça ne servira à rien. Ok, merci Florence. Stéphane, peut-être Anne-Laure, là-dessus? Je rejoins complètement, c'est-à-dire que quand on arrive, alors il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que déjà, est-ce qu'on a accès aux deux parties concernées? C'est-à-dire qu'il y a des fois où, là dans l'exemple Florence, tu peux avoir le manager et il est mis en question aussi, donc on se retrouve avec deux parties et on peut rapidement évaluer leur capacité à se remettre en question. Donc, si on est dans un registre où il n'y a plus de remise en question, en fait, et qu'on a accès aux deux parties, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide d'aller proposer une médiation. Maintenant, on peut aussi, il y a des coachs qui font ça sans être médiateurs, c'est-à-dire ils n'ont pas accès à l'autre partie, donc ils vont travailler avec la personne alors, des fois qui est désignée comme étant celle qui doit progresser, et des fois c'est l'autre qui devrait progresser. Donc là aussi, le coach, il a un boulot à faire de manière à ne pas se tromper de qui je dois accompagner. Mais s'il a accès qu'à une seule partie, il va prendre la personne qui est prête, en fait, à se remettre en question. Donc là, on voit qu'il y a cette question de la remise en question, et si ce n'est pas le cas, et si on a accès aux deux parties, pour moi, la médiation est beaucoup plus rapide et efficace que de passer par du coaching. Je voudrais ajouter deux éléments sur les critères. C'est la demande formulée au démarrage et le volontariat. Enfin, volontariat et la volonté. C'est-à-dire dans le coaching, on peut pas, c'est impossible de faire sans le coacher et sans son souhait de prendre part à ce cheminement et sans la volonté de changement initial. Dans la médiation, on peut passer outre. Si on a effectivement, sous réserve d'avoir accès aux deux parties prenantes, voire davantage, hein, parce que parfois une médiation peut en cacher plusieurs finalement, de pouvoir s'assurer qu'au moins une est plutôt disposée à s'engager, mais s'assurer ensuite de pouvoir faire venir toutes les parties prenantes autour du processus de médiation. Merci Anne-Laure. On l'a compris, là, on arrive au terme de ce webinaire. On a deux métiers des connexes avec des outils, des concepts, hein, une perméabilité en termes de pratique, néanmoins avec quand même des choses qui différencient. Beaucoup de nos participants souhaiteraient savoir si ce webinaire sera disponible. Vous avez bien fait de venir insister à ce direct, parce que c'est tout à fait possible que ça ne soit pas retransmis. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux, hein, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook. Vous pouvez aller sur le site de l'EPMN, www.epmn.fr, et vous aurez évidemment toutes les informations. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de l'EPMN, et tous ceux qui souhaitent avoir des informations complémentaires et suivre l'activité de la profession, eh bien, vous êtes bienvenus sur nos réseaux. Merci Florence. Merci Anne-Laure, merci Stéphane, merci Jean-Louis pour ce webinaire et évidemment on se retrouve bientôt puisque maintenant c'est une habitude
pour un prochain webinaire. Rendez-vous sur mediator.tv. Merci à tous pour votre participation. En tout cas, c'est très sympa de faire ce genre de choses. Carrément. Tout le monde est parti là? On reste, écrit David. Que vous puissiez reprendre des notes parce que vous n'avez pas été assez rapide. Abonnez-vous